Pardon, Pierre, je disais, il est toujours bien de nommer les choses, faire un bon diagnostic, diraient les médecins, pour guérir le mal. Et lorsque vous dites que la France a accordé les indépendances et a conservé la souveraineté, à quoi faites-vous allusion? De quoi parlez-vous concrètement? Alors, de quoi je parle? C'est tout à fait simple. Les indépendances ont été données au niveau international, tout le monde le sait, ces pays sont indépendants. Mais derrière, qui choisissait les présidents? C'est la France. Qui donnait les feuilles de route à ces présidents-là? C'est la France. Il y a ce qu'on a appelé les accords de décolonisation. Et dans ces accords, en les décortiquant, on se rend compte qu'ils ne sont pas indépendants, puisque la France imposait tout. Imposait tout. La langue française, elle doit être française. Les militaires africains doivent venir en France pour se former. Les armes doivent, comment dire, être françaises. Euh, Tout est bon pour la France. Les accords sont des accords de gré à gré. Il n'y a pas d'appel d'offres qui vaille. Tout est bon pour la France. Que dire des matières premières? Tout est réservé à la France. La France, la France, la France, et rien pour l'Afrique. Bon, moi, je veux bien que le général de Gaulle dise que la France n'a pas d'amis, elle n'a pas d'ennemis, elle n'a que ses intérêts. Mais tout de même, ce sont des contrats que nous avons passés, iniques, illégaux. C'est pas possible. Et c'est de ça dont il s'agit dans ce livre-là. Et les Africains ont raison de protester parce que on ne peut plus accepter ça. Et c'est ça le message de ce livre. J'invite la France à changer son paradigme si elle veut avoir une petite chance. Parce que, vous savez, dans la salle d'attente de l'Afrique, tout le monde entier y est, tout le monde entier. Et ils ont tous pour mission d'écarter la France. Bon, moi, j'aime ce pays, j'aime la France, puisque je vis en France depuis 40 ans. Je suis en France depuis 40 ans, donc la France m'a fait, je veux pas, puisque toutes mes études en France, même mes enfants sont métis, vous voyez. Donc, mais je suis africain, ça ne faut pas l'oublier, et je suis juriste de formation, je roule pour l'équité. Je ne peux pas laisser ça, c'est pas possible. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à envoyer ce livre au président Macron. Président Macron. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y a une sorte d'intrusion de la politique française, de la Oui, politique africaine. Est-ce qu'on peut oui. être un peu beaucoup plus clair là-dessus? De quoi parlez-vous concrètement? À quoi faites-vous allusion? Ben, je reviendrai au livre, c'est-à-dire que comment ce livre a été assez visionnaire, c'est pour ça qu'il a été réactualisé, c'est que l'actualité dans les pays francophones a montré des putschs. Oui. Le Gabon, le le Mali qui récupère tout son argent public d'un coup, et puis Il y a le Burkina aussi. et le Burkina également. Et je pense que tout ça, ça va faire tache d'huile et que ça va inciter le Sénégal, qui vient d'avoir son nouveau président. Tous ces pays-là sont en train de montrer un nouveau chemin qui n'était toujours pas possible sous la France-Afrique et surtout sous les méthodes de Jacques Foccart qui ont été perdurées, qui ont été bien entretenues par les politiques après, par ses prédécesseurs, parce que parce que c'était des méthodes mafieuses qui terrorisaient les Africains et ils savaient très bien qu'ils allaient se faire exécuter s'il y avait une résistance ou une révolte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur RC en compagnie de Pierre Moukoko, juriste et écrivain, auteur du livre Afrique, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme. Nouvelle édition enrichie et actualisée, parue aux éditions Sinope, édition, un ouvrage de 122 pages. Bonjour Pierre, et comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de me recevoir. Merci Pierre d'être avec nous sur R7. Sur la quatrième couverture de votre ouvrage, on peut lire: chacun sait que la politique française en Afrique, depuis longtemps mise en cause pour ses relents néocoloniaux et son conservatisme, est fortement contesté et rejeté par les nouvelles générations africaines. L'ex-puissance coloniale peine véritablement à renouveler sa relation avec les jeunesses d'Afrique francophone qui ne croient guère aux promesses d'une rupture avec les pratiques du passé. Vous êtes d'accord avec moi? Bien ça. Une excellente une préface écrite par Maître Bakary Diallo, avocat au barreau de Paris. Merci. Je remercie d'ailleurs. Merci.
Bonjour et bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur R7. Mesdames, Messieurs, je vais vous inviter à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir largement partagé cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, des petits gestes qui comptent pour nous. Vous nous aiderez ainsi à parfaire notre référencement. Je tenais également à prévenir nos téléspectateurs que cette émission sera en deux phases. Après Pierre Moukoko, nous allons recevoir une autre invitée surprise à d'origine française qui nous dira ce qu'elle pense de cet ouvrage qu'elle a lu, relu, lu encore, comme quoi c'est un ouvrage très intéressant. Pierre Moukoko, dans votre livre, vous pointez les erreurs, les lâchetés et les ambiguïtés qui ont émaillé la politique africaine de la France. Dans un premier temps, je voulais comprendre avec vous, lorsque vous parlez de la politique africaine de la France, y a-t-il une nuance avec la France-Afrique? Oh, la ligne de césure n'est pas étanche. En réalité, s'agissant des mêmes personnes, hein, c'est les mêmes personnes qui font la même politique, hein, je peux le dire. C'est du pareil au même, en réalité. En réalité, pas trop chercher. Et la politique africaine de la France et France-Afrique, c'est du pareil au même, encore une fois. Sinon, si c'est du pareil au même, ça veut dire qu'ici, on peut appeler la politique de l'Afrique ou la politique africaine de la France, on peut l'appeler par la France-Afrique. Exactement. Et c'est Exactement. cette politique que vous dénoncez, en fait. Je la dénonce sans compromis ni compromission. Voilà, avec des éléments probants, incontestables et historiques. Alors, donc, on va parler évidemment de votre livre, je l'ai dit tout à l'heure. C'est dans ce livre, évidemment, qui est basé, je crois bien, sur les faits, c'est bien ça. C'est Les pas, faits, les faits, les faits, les faits. ce sont pas Exactement. des histoires racontées ou Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont rapportées. les faits. Il m'a fallu travailler énormément pour trouver ces éléments-là, qui sont la réalité, hein, que personne ne peut contester en réalité, sauf d'être d'une mauvaise foi légendaire, comme le sont quelquefois les hommes et les femmes politiques français, avec les éléments de langage qui nient tout. Il fait jour, pour eux, il fait nuit. Il fait nuit, pour eux, il fait jour. Donc, je me suis contenté d'expliquer. C'est un livre sans prétention de ma part, pédagogique. Pédagogique pour expliquer pourquoi les Africains en veulent à la France. Et c'est un, comment dire, c'est tout à fait légitime. Les revendications des Africains sont légitimes. Et il est temps que Paris l'entende. Parce que si, à défaut de ça, ben, le divorce que je indique dans ce bouquin se prononcera. Et ça sera dommage pour les deux parties et surtout pour la France, qui ne peut pas, Alors, la France sans l'Afrique ne sera pas grand-chose. alors donc, vous plaidez pour un nouveau paradigme dont les relations entre l'Afrique et la France. Alors là aussi, il faut peut-être lever l'équivoque. Lorsque vous parlez de l'Afrique, à quoi faites-vous allusion concrètement? Au continent africain ou au pays d'Afrique francophone? Je pense qu'il s'agit en réalité de l'Afrique noire francophone, la zone d'influence française, comme on dit, puisque les autres zones, évidemment, anglophones, bon, c'est pas tout à fait ça, même si ça fait partie des 54 pays de l'Afrique. Non, c'est singulièrement les 14 pays parlent français qui sont zone France CFA, voilà. Il s'agit d'eux en réalité, ceux-là, particulièrement Donc ceux-là. beaucoup plus les pays d'Afrique francophone, les anciennes colonies, Exactement, bien sûr, exactement. de la puissance française. Alors, lorsque vous parlez donc de paradigme, le nouveau paradigme, parlons-en. Vous faites, en fait, de quoi voulez-vous parler? Et pensez-vous que la France est prête à s'y mettre? Là, je pense que la France continue à s'entêter. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté tout le long de mes travaux? J'ai constaté que finalement, contrainte par la Société des Nations, la France a été obligée de donner des indépendances, que je qualifie d'indépendants de pacotille, puisqu'ils ont conservé la souveraineté de ces pays-là. Donc, à partir de là, la feuille de route vient de Paris. Paris choisit ses propres dirigeants. Le général de Gaulle, bon, un grand homme pour la France, mais en réalité un bourreau pour les Africains, ça il faut pas mâcher les mots, c'est la réalité, a confié la mission à Jacques Foccart, qui choisissait le président et qui écartait toute velléité, toute contestation. Il y a eu beaucoup d'assassinats et des présidents et
des Africains. Par exemple, au Cameroun, il y a plus de 500 000 morts qui ont été tués par les militaires français, bien évidemment. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, si Paris veut avoir une petite chance, bon, elle doit entendre les revendications légitimes des Africains, essayer de changer son paradigme. À défaut de ça, c'est fini, c'est terminé. Et sans l'Afrique, comme disait le président Mitterrand en 1957, la France n'aura pas d'histoire sans l'Afrique. Ça, c'est clair au XXIe siècle. Alors, c'est Moi, toujours bien de je nommer, sais, je sais. pardon, Pierre, je disais, il est toujours bien de nommer les choses, faire un bon diagnostic, diraient les médecins, pour guérir le mal. Et lorsque vous dites que la France a accordé les indépendances et a conservé la souveraineté, à quoi faites-vous allusion? De quoi parlez-vous concrètement? Alors, de quoi je parle? C'est tout à fait simple. Les indépendances ont été données au niveau international, tout le monde le sait, ces pays sont indépendants. Mais derrière, qui choisissait les présidents? C'est la France. Qui donnait les feuilles de route à ces présidents-là? C'est la France. Il y a ce qu'on a appelé les accords de décolonisation. Et dans ces accords, en les décortiquant, on se rend compte qu'ils ne sont pas indépendants, puisque la France imposait tout. Imposait tout. La langue française, elle doit être française. Les militaires africains doivent venir en France pour se former. Les armes doivent, comment dire, être françaises. Euh, Tout est bon pour la France. Les accords sont des accords de gré à gré. Il n'y a pas d'appel d'offres qui vaille. Tout est bon pour la France. Que dire des matières premières? Tout est réservé à la France. La France, la France, la France, et rien pour l'Afrique. Bon, moi, je veux bien que le général de Gaulle dise que la France n'a pas d'amis, elle n'a pas d'ennemis, elle n'a que ses intérêts. Mais tout de même, ce sont des contrats que nous avons passés, iniques, illégaux. C'est pas possible. Et c'est de ça dont il s'agit dans ce livre-là. Et les Africains ont raison de protester parce que on ne peut plus accepter ça. Et c'est ça le message de ce livre. J'invite la France à changer son paradigme si elle veut avoir une petite chance. Parce que, vous savez, dans la salle d'attente de l'Afrique, tout le monde entier y est, tout le monde entier. Et ils ont tous pour mission d'écarter la France. Bon, moi, j'aime ce pays, j'aime la France, puisque je vis en France depuis 40 ans. Je suis en France depuis 40 ans, donc la France m'a fait, je peux pas, puisque toutes mes études en France, même mes enfants sont métis, vous voyez. Donc, mais je suis africain, ça ne faut pas l'oublier, et je suis jury de formation, je roule pour l'équité. Je ne peux pas laisser ça, c'est pas possible. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à envoyer ce livre au président Macron, avec une lettre Voilà, mais vivace. Pierre, et pourtant, lorsque vous dites ça, parce que tout à l'heure vous disiez que, oui, des indépendances, entre guillemets, il faut le dire comme ça, pourtant la France a conservé, vous avez dit, c'est elle qui nommait, ou peut-être qui continue encore à nommer jusqu'à son jour, les présidents dans ces pays africains, francophones, bien entendu, qui assurent, j'allais dire, la coopération militaire, et même lorsqu'il s'agit d'acheter du matériel militaire, nous l'avons entendu avec le jeune Ibrahim, d'ailleurs Traoré, qui nous révélait que il fallait acheter du matériel en France, mais même lorsque vous déboursez de l'argent, la France pouvait vous dire, écoutez, on ne vous vend pas ci, on ne vous vend pas ça, parce que c'est la France qui décidait surtout. Il y a aussi un problème de la monnaie qui se pose aujourd'hui. Mais pourtant, dans le même temps, ils sont nombreux, ces politiques français qui continuent à dire, écoutez, nous, la France a déjà rompu à ses pratiques, ne s'ingère plus dans les affaires africaines. Les Africains sont indépendants. Qu'elles ne sont pas indépendantes du tout. Je vais vous dire, les hommes politiques français, les hommes et les femmes politiques français, c'est ça, ils sont notre problème. Ils sont le problème de l'Afrique et le problème des Français, puisque les Français ne sont même pas au courant de la réalité. Ils nous racontent des bobards. Ils nous racontent des bobards. Ils font tout pour que l'Afrique reste pauvre. Ils affament les Africains, ils les méprisent. Ça date depuis 60 ans, plus de 60 ans d'ailleurs. Donc, ce qu'ils racontent, ça ne tient pas du tout la route si on regarde les éléments de fait. Ils continuent à se moquer de notre intelligence, de l'intelligence des Africains, en racontant tout et n'importe quoi. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. La France pille l'Afrique et les Africains sont tout à fait en droit de dire ça suffit. Et c'est de ça dont il s'agit en réalité dans cette affaire. Faut pas écouter ce qu'ils racontent. Je vous assure que les Français ne sont pas au courant. Même nous, Africains, j'ai eu beaucoup de mal. Quand j'ai eu la chance d'aller dans les écoles, etc., on n'en parle pratiquement pas. C'est la politique française de l'Afrique, on n'en parle pas. Il fallait que je travaille, et j'ai découvert tout ça. Et c'est ça que j'ai mis dans ce livre qui donne vraiment la chair de poule. C'est un scandale, voilà.
J'imagine que vous avez eu des rencontres avec certains politiques français, bien sûr, pour leur présenter votre ouvrage. Absolument. Mais que vous ont-ils dit et qu'avez-vous noté, en fait, lorsqu'ils vous parlent? Y a-t-il une sincérité? À mon avis, non. Mon avis, non. Ils font comme si, écoutez, c'est des voix autorisées, c'est des hommes politiques de renom. Donc, je ferai l'économie de citer les noms ici, qui j'ai offert ce livre et à qui je l'ai dédicacé. D'ailleurs, le premier magistrat de France, le président Macron, il a la première mouture de mon livre et surtout celui-ci. Comme je le disais tout à l'heure, avec une lettre, 10 pages. J'ai envoyé ce livre avec une lettre de 10 pages. Je vous assure, ça faut peut-être pas le répéter, je suppliais le président. Le président Macron, changez de paradigme. Ne suivez pas vos prédécesseurs. La France vous remerciera et peut-être les Africains aussi. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Ils font comme si de rien n'était. Donc, ils continuent à se moquer de l'intelligence des Africains en disant le désamour, le désamour. Non, les Africains ont raison. Et c'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est maintenant. Alors, mais lorsque vous parlez de changer de paradigme, évidemment, je crois que les deux parties devraient s'y mettre, la France comme les Africains, s'il faut bien sûr Exactement. sauver la relation, comme vous êtes en train de le dire. Mais changer de paradigme, ça voudrait également dire que la France doit renoncer probablement à son modèle économique aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne. L'économie française est basée, sinon fondée sur l'exploitation de l'Afrique pour être gentil avec les gens. Mhm. Tout à l'heure, vous Mhm. avez parlé du pillage, mais moi je parle de l'exploitation et comme d'ailleurs le rappelait si bien Jacques Chirac qui disait une bonne partie de l'argent qui est dans les porte-monnaies des Français provient de l'exploitation pendant des siècles de l'Afrique. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Alors donc, si vous parlez de changement de paradigme, cela veut dire que vous invitez également la France à changer son modèle économique. Est-ce que vous pensez qu'elle est prête à renoncer à son modèle économique actuel? À mon avis, non. Et c'est très dommage. Alors que la meilleure solution serait de changer vraiment ce paradigme, notamment au niveau relation Afrique-France. Laisser libre les Africains, aller vers les Africains, même s'excuser. La France doit s'excuser. Vous savez, les Allemands l'ont fait en Namibie. Ils ont massacré les Namias et les Hereros. Ils sont venus vers eux pour s'excuser et on met sur la table 1 milliard d'euros à titre de frais de développement. Que la France le fasse et arrête de se mettre toujours en avant, toujours la France, dans un contrat synalamatique ou bilatéral, etc. Il faut que les deux parties gagnent dans les deux plateaux de la balance. Or, la France, et rien pour les Africains. Les matières premières, ils fixent les prix. Non, trop, c'est trop. Donc, ils ont intérêt, enfin, les hommes et les femmes politiques français ont intérêt à entendre cela et à changer cette politique-là. C'est ça que j'appelle changement de paradigme. Mais sont-ils prêts? J'ai des doutes. J'avoue que la problématique de ce livre est souvent quelquefois difficile à tenir. Parce que j'ai d'un autre côté mes frères, ils me disent, non, Pierre, non, 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 il faut qu'on fonce, qu'on casse la baraque, etc., etc. Pourquoi pas? Mais moi, j'essaye modestement à proposer autre chose et je l'ai fait. Je l'ai fait pour amener la France à ne pas perdre pied totalement en Afrique. Perdre pied. Mais il y a une condition, une seule, changer de paradigme, encore une fois. Hein, encore une fois, changer complètement sa politique. Considérer les Africains comme des partenaires, comment dire, égaux. C'est ça qu'il faut. Ou elle le fait, elle a une petite chance, ou elle ne le fait pas, c'est terminé. Voilà le message du livre. Alors, avant de continuer, je vais donc vous proposer un élément. C'est une vidéo, bien sûr, de Charles de Gaulle, bien entendu. Celui-là qui est d'ailleurs pris pour un héros, vous l'avez dit hein, au début de cette émission, pour les Français et un bourreau, c'est vous qui l'avez dit, pour les Africains. On va l'écouter et on revient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous pensez de cela. C'est parfait. L'humanité a admis que pour ouvrir à la civilisation, des populations qui en étaient écartées
par les obstacles de la nature ou par leur propre caractère, il était nécessaire qu'il y eût pénétration de la part de l'Europe occidentale, malgré quelques fâcheuses péripéties. Où en serait aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie, si les explorateurs, les colons, les soldats, les missionnaires, les ingénieurs, les médecins de l'Occident n'y étaient pas venus en apportant les idées, l'action, l'organisation, la technique occidentale. Oui, ces pays furent conquis, révélés et éveillés. Alors maintenant, cela est acquis. Alors, Pierre Mokoko, lorsque vous avez écouté Charles de Gaulle, c'est vrai que ça date, hein, et puis bon, on va nous dire peut-être que la politique a changé, les choses ont changé, les temps ont changé. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle organisation mondiale. Mais que vous inspirent ces propos et vous pensez que la France actuelle est loin de ces propos? Ou- Pareil au même. Il faut quand même savoir que tous les successeurs de De Gaulle font la même politique, la même. Piller les Africains sans arrêt, étouffer les Africains pour qu'ils ne se développent pas. C'est la vérité. D'ailleurs, j'en parle au chapitre 13 de mon livre. Si la France prend 100 euros aux Africains et dépend 10 euros pour soi-disant développement, qui aide qui? C'est l'Afrique qui aide la France et non le contraire. Donc, ce que le général de Gaulle dit, mais moi, je veux bien. Encore une fois, c'est un grand homme pour la France, hein. Mais un bourreau pour les Africains, je le dis sans que du pot, je l'ai écrit parce que c'est la vérité. Et avec son nom de Foucault, une catastrophe. Et ça porte aujourd'hui atteinte au devenir de l'Afrique, au devenir de la France en Afrique. La France est rejetée. Moi, ça me fait mal au cœur parce que j'aime la France. Mais pas celle-là. Il faut une vraie France qui prendra en considération les demandes et les intérêts des autres parties, c'est-à-dire de l'Afrique. Or, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas le faire. Et là, c'est très dommage. D'où mon intervention modeste, bien évidemment, pour attirer l'attention des autorités françaises, mon pays d'accueil. Je vis en France depuis 40 ans. 40 ans. Je suis français depuis 32 ans. 32 ans. Donc, j'ai essayé de le faire, mais malheureusement, j'ai comme l'impression que je ne serai pas entendu. Et c'est très dommage. Évidemment, je vous posais cette question simplement parce qu'aujourd'hui, votre livre d'ailleurs, l'Afrique, d'archi comme vous le dites, français, hein, et puis bon, est inspiré de cette politique qu'on a longtemps entretenue en fait entre la France et l'Afrique, c'est cette politique de De Gaulle. Et quelque part, je me posais la question de savoir est-ce qu'on peut parler d'une certaine paresse finalement de la France de n'avoir pas vu beaucoup plus loin et d'être resté accroché sur cette vision de Gaulle. Je ne sais pas. Je pense que la France méprise les Africains intellectuellement. Ils pensent que les Africains ne sont pas intelligents, qu'ils ne comprennent rien à rien aux affaires, alors que c'est le contraire. Les Africains sont brillantissimes dans tous les domaines. Non, ils sont de mauvaise foi. Nos hommes, enfin, ne confondons pas la France et les hommes politiques, hein. Je parle des hommes politiques. Ils sont de très mauvaise foi, une mauvaise foi franchement légendaire. Donc, ils font comme si de rien n'était, alors que connaissent tous le problème. Ils sont quand même, ce sont des énarques, Sciences Po et tout ce que vous voulez, et ils se disent gaullistes. Ils savent le mal que De Gaulle a fait aux Africains. Alors, ils refusent de changer. Je vais citer, alors, il y a un livre d'un frère moi, Antoine Glaser, qui est arrogant comme un Français en Afrique. Ils sont d'une arrogance, ils se disent, ils viennent en Afrique, ils veulent que les Africains soient comme les Français. C'est eux qui gèrent tout. Évidemment, c'est trop facile avec les contrats de gré à gré Oui, mais évidemment, négociés pendant par que les vous le gouvernements dites, c'est ce français. que déclarait De Gaulle, c'est-à-dire civiliser les Africains, leur apporter notre civilisation, faire les Africains comme nous, parce que les pauvres, voilà, comme il le Oui, oui, disait oui, lui-même, d'accord. ils vivent dans des conditions, voilà. Ah ben, Il fallait faire que les Africains vivent comme les Français. oui, oui, peut-être, mais ce que je ne veux pas critiquer ouvertement le général, mais d'ailleurs, j'en parle au premier chapitre de mon livre. Les Africains,
avant qu'ils aient vu pour la première fois un homme blanc, était on ne peut plus organiser. Il faut lire les travaux de Tchenkata Diop. Je m'en suis inspiré dans ce chapitre-là. Au XVe siècle, les Africains étaient tellement organisés qu'ils n'avaient rien à envier à personne. L'Occident n'arrivait pas à la suite des Africains. Ils ont tout détruit, notamment en 1884-1885, en séparant les pays, enfin, en mettant en place une stratégie pour que les Africains ne respirent pas, en réalité. Donc, tout ça, c'est de la politique. Et je dirais même la mauvaise politique. Sauf que ces jeunes, la jeunesse africaine aujourd'hui, ils n'ont pas connu De Gaulle, ils n'ont pas connu Mitterrand, etc., etc. C'est pas leur affaire. Ils voient qu'ils sont riches parce que l'Afrique est scandaleusement riche. Et pourquoi nous mourons de faim? Pourquoi nous sommes dans cet état? Eh bien, par la faute de nous-mêmes, c'est la quête de la France, ces dictateurs qui nous dirigent depuis des années, et qui sont des égoïstes indignes d'être enfants de France, d'Afrique, pardon, et aussi la politique stable de la France dans le même domaine. C'est ça la réalité. C'est des deux côtés, en fait. Hein. La politique des Alors, Africains évidemment, tout à l'heure, vous et disiez la France. également que, ben voilà, cette politique de domination, d'exploitation de l'Afrique, alors que certains intellectuels, il faut le dire comme ça, africains, l'ont longtemps dit, hein, ils se maintiennent dans cette position jusqu'aujourd'hui. On entend d'autres dire que finalement, dans cette affaire, en fait, c'est l'Afrique qui va perdre dans tous les cas si jamais elle rompait les relations avec la France. Euh, alors, que dites-vous à cela? Alors, à mon avis, il faut être très prudent. La France perdra, c'est sûr. La France ne sera plus cinquième puissance du monde. D'ailleurs, depuis que la France est en conflit avec certains de nos pays, de nos frères, etc., africains, la France n'est plus cinquième puissance, peut-être neuvième maintenant. Et ce n'est que le début. Même le président Sarkozy l'avait dit. Il est hors de question que la France abandonne le franc CFA. Si elle le fait, elle deviendra 20e puissance du monde. Et vous savez, sans les Africains, je l'ai dit tout à l'heure, la France n'est rien du tout. La France sera un même politique. Parce que tous les 14 pays africains votaient comme la France dans les instances internationales, notamment au niveau de l'ONU. S'ils n'ont plus ces voix-là, comment va-t-elle faire? Elle sera un même politique tout de suite. Que dire des matières premières? Si nous fermons la porte définitivement aux entreprises françaises, la France aura d'énormes difficultés, même si c'est un grand pays avec des idées, etc., etc. Je vous assure que la France perdra plus. L'Afrique ira voir ailleurs. Comme une jolie femme, hein, vous savez, des sollicitations viennent de partout. Dans la salle d'attente des Africains, il y a Mais tout le monde. pourtant, les économistes français disent que les échanges avec l'Afrique, la France et l'Afrique, ne comptent que pour 2%. Oui, oui, En c'est quoi ça. est-ce Mais, que... bon, moi, je ne suis pas économiste, hein, je suis qu'un juriste, mais je regarde les choses. Il n'y a pas que la France dans le monde. Ça, il faut le savoir, ça. Euh, Moi, je ne crois pas. Il y a tellement. Il suffit que les Africains ferment définitivement la porte aux Français. Ben, il y aura les entreprises françaises, comment vont-elles faire? Elles vont couler. Elles vont couler. Donc, ce sont des éléments de langage qui outrepassent normalement la logique. Ils donnent congé à leur logique et au bon sens, en essayant de tromper la religion du monde. Et malheureusement, c'est terminé tout ça. C'est terminé parce qu'aujourd'hui, le monde est interconnecté et tout ce qui se fait quelque part est su ailleurs à la seconde qui va suivre. Revenons donc sur votre ouvrage Afrique, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme. C'est une nouvelle édition enrichie et actualisée. Quels sont les nouveaux éléments que vous avez pris en compte pour actualiser? Alors, j'ai essayé de développer certaines données qui allaient dans le sens de la réalité des faits. Les révoltes que je préconisais, que je disais, etc., dans ce livre, sont en train de se faire et je le démontre. Vous Et pouvez tout nous ça en pour parler prendre. quelques-unes, les révoltes dont vous faites état, les éléments que vous avez pris en compte. C'est toujours bien d'en parler parce que les téléspectateurs qui nous suivent vont comprendre quels sont les éléments, les faits que vous avez pris en compte, par exemple. Est-ce que ce sont des Alors, bouleversements intervenus en Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est exactement, la nouvelle exactement, organisation mondiale actuelle? De quoi? exactement. Alors, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, au moins 25 pays africains ont signé des conventions de défense avec la Russie. Ça, c'est clair, c'est incontestable. Lorsque le président Macron a été élu pour la deuxième fois, il a fait un tour dans ces pays-là, au Bénin, au Cameroun, etc., pour amener ces présidents africains à tourner le dos à la Russie. Il n'a pas réussi. Aujourd'hui, nos frères du Mali, Guinée, etc., ont fermé les portes définitivement. Il y a des éléments nouveaux qui apparaissent et qui m'ont amené à actualiser un peu ce livre-là. Et il y a aussi le volet culturel. Nos biens
culturels qui sont dans les par exemple, le musée Chirac, hein, il y a d'autres biens qui y sont que la France n'entend pas céder, elle n'entend pas céder aux Africains. Il y a beaucoup d'éléments, effectivement, nouveaux. Et puis, si vous voulez, je voulais apporter une petite, comment dire, démonstration que ce que vous racontez, vous, hommes et femmes politiques, le désamour, non, c'est justifié. Et c'est justifié et ça donnera ce que c'est en train de donner en réalité. D'où ces éléments nouveaux que j'ai essayé de, évidemment, en prenant appui sur l'actualité, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ben, si la première mouture avec 472 pages, celle-là, 622 pages. 622 pages. Alors, si je vous ai bien compris, la France est donc victime un peu de, disons, sa politique telle qu'elle a mené jusqu'aujourd'hui, hein, sa politique africaine. Pourtant, ceux qui tentent de dénoncer cette politique sont traités de d'anti-français, des gens qui vont à l'encontre des intérêts français. Je parle ici des panafricanismes comme Nathalie Yamb, je parlerai de Kémy Séba, de Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, ils sont l'objet du harcèlement. Euh, que vous inspire cette manière de percevoir les choses, de faire les choses de la France finalement Parce C'est que vraiment les très mêmes dommage. choses que ces panafricanismes dénoncent sont dites mais de la manière la plus féroce, j'allais dire, plus dure par certains Français d'origine. À ceux-là, Oui. on ne leur fait rien du tout, mais on s'en prend plutôt à ces Africains, en fait, de nationalité française, qui dénoncent un certain nombre de choses. Alors, ces frères et sœurs ont leur façon d'appréhender les choses, de les traiter. Mais en réalité, nous regardons tous dans la même direction. Le dénominateur commun est le même, la libération de l'Afrique et amener la France à la raison, entre guillemets. Ils ont leur façon de faire, qui n'est pas la mienne, mais je salue leur cause. Leur cause. C'est une question de stratégie, une question de méthode. Moi, dans ce livre, sans vous mentir, ça donne la chair de poule, hein. J'y suis allé, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans compromis ni compromission. J'ai dit les choses à ma façon, mais moi, et puis la France, vous savez, juriste que je suis, la France est quand même un grand pays, ça il faut le dire, un pays des droits de l'homme, comme on dit, la liberté d'expression est quand même consacrée tant dans la Constitution française, même dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, s'exprimer, c'est quand même la moindre des choses. C'est quand même la moindre des choses. Est-ce que se comporter ainsi ne porte-t-elle pas atteinte à la liberté d'expression? C'est ça la bonne question qui doit être posée. Oui, mais C'est quand donc en j'entends, écrivant évidemment ce livre, que je rappelle d'ailleurs le titre, parce que c'est ça évidemment le centre de notre entretien aujourd'hui, Afrique, les gâchis français, plaidoyer pour un nouveau paradigme, un changement de paradigme. Est-ce que vous ne craignez pas finalement d'être catégorisé oh, comme cette question m'a été posée, bien évidemment. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis africain. C'est une cause qui me tient par cœur. Je suis prêt à mourir pour cette cause-là. Ça, je ne vous le cache pas. Je suis très fier de contribuer modestement à ce combat-là. Et moi, je dis les choses. Je dis les choses. Je ne nie pas que la France est un grand pays. Je le dis très clairement, parce que je vis en France depuis des années. Mais la France se trompe. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a toujours fait, c'est pas bon. Il faut changer ça maintenant. Encore une fois, où elle le fait, tout va bien. Où elle ne le fait pas, elle perd tout. Et si la France perd l'Afrique, elle n'aura pas d'avenir au XXIe siècle, comme disait le président Mitterrand en 1957. Hein, c'est la plus vérité. Donc moi, je dis les choses telles que je dois les dire. Hein, voilà. Et puis, j'ai pas eu d'ennui. Contrairement à ce que certains amis me disaient, Pierre, fais attention, tu dis des choses, est-ce que tu as pensé à te protéger? Non, je n'ai pas à me protéger. Ce livre est entre les mains de l'Élysée, puisque je l'ai envoyé au président. L'Élysée m'a répondu 2 fois. Vous voyez, ils savent où j'habite, ils savent où... Bon, voilà, je ne suis pas un activiste, c'est pas le problème. Alors, puisque vous en appelez donc à la réconciliation entre la France et l'Afrique, c'est ça en fait l'objectif principal de votre livre. Est-ce que vous pensez que finalement l'Afrique peut, j'allais dire, connaître un avenir radieux avec la France, vous pensez, ou bien C'est une très bonne l'Afrique question. devrait Elle saisir est plutôt, pertinente. pardon? Elle est pertinente, cette question, effectivement. Sincèrement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les Africains ont toutes les capacités. Toutes les capacités. Et ils sont déterminés à mettre un terme à cette exploitation. Et ils sont déterminés.
il est temps que la France l'entende. Encore une fois, dans la salle d'attente de l'Afrique, il y a tout le monde. Il n'y a pas que la France dans le monde, hein. Ça, il faut le savoir. Que les Français, enfin les Français, les hommes et les femmes politiques ne rêvent pas. Il y a d'autres pays qui peuvent venir vers les Africains et mettre en place des contrats bilatéraux à égalité, relations gagnant-gagnant, gagnant-gagnant. Si la France le fait, les Africains ne leur fermeront pas totalement la porte. Moi, la meilleure des solutions, encore une fois, que les hommes et femmes politiques aillent voir les Africains. Nous avons fauté, vous avez raison. On est ensemble, on parle la même langue. Entendons-nous, on s'engage à. C'est ça que j'appelle dans ce livre-là. C'est une autre voie du même combat que mes autres frères et sœurs qui sont engagés dans cette démarche-là. Mais bon, est-ce que je suis naïf? Je n'en sais rien. Mais ce livre-là, c'est une contribution également pour le combat que nous C'est menons une tous, hein. contribution. Est-ce que les questions, j'allais dire, les troupes françaises en Afrique et la monnaie, le CFA, ont été prises en compte dans votre livre? Bien sûr, bien sûr. Comment Le- vous le- les le- le- abordez? le- je les aborde de façon très claire parce que les Africains se voient imposer des militaires qui viennent de partout, notamment en France et pas seulement. On n'est pas en guerre. Vous savez, d'ailleurs, moi, il y a un exemple que j'ai donné dans ce livre. Lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, il a été viré par des éléments qui venaient du Burkina Faso, mais qui étaient en réalité soutenus par la France. Par la France. Et le président Gbagbo a fait appel à la France conformément à la Convention internationale, enfin, convention qui liait, bilatérale qui liait la France et la Côte d'Ivoire. Madame Alliot Marie, qui était le ministre de la Défense, lui a dit non, c'était un problème interne, alors que ce n'était pas un problème interne, les éléments venaient de l'extérieur pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, pour la déstabiliser, etc. Non, il y a une mauvaise foi. Je vous assure que je ne comprends pas. Chaque fois que j'ai la chance de rencontrer en face un homme politique français, je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne reconnais pas la France. C'est ça la France? Moi, mon pays d'accueil, je rêvais de la France, moi. Je ne comprends plus rien. Donc, cette mauvaise foi continue. Ils font comme si, alors qu'ils connaissent la vérité. Ils essayent, mais je vous assure que la détermination des Africains aujourd'hui doivent interpeller ces décideurs-là, parce que les Africains ne céderont pas. Merci beaucoup, Pierre Mokoko, pendant que vous parliez de la Côte d'Ivoire, évidemment, ça me rappelle un peu le Congo-Brazzaville également, qui souvent échappe un peu aux mailles de la presse française, où la France est allée réinstaller un dictateur, Denis Sassou Nguesso, en 1997, par un coup d'État militaire, très sanglant d'ailleurs, et c'est de Éric Denessé qui parlait de plus de 400 000 morts. Et à ce coup d'État, d'ailleurs, je le rappelle à nos téléspectateurs, la France avait fait venir des armées étrangères et des mercenaires étrangers pour soutenir le coup d'État de Denis Sassou Nguesso. Et j'espère que votre voix sera entendue, votre appel sera entendu, de sorte que la France désormais essaie de changer deux paradigmes. Alors, maintenant, on parle beaucoup de la montée de l'extrême droite en France. Au moment où vous prônez la révision des relations entre la France et l'Afrique, que vous inspire cette montée de l'extrême droite? Alors, la montée, évidemment, c'est la politique française qui est mal perçue par les Français parce qu'il y a une mauvaise gestion, ça va de soi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la haine qui s'installe à travers ces gens-là, entre guillemets, évidemment, qui met tout le monde mal à l'aise et qui met d'ailleurs la France en danger. Imaginons que ces gens-là, entre guillemets, ces haineux, qui en réalité auraient une place au panthéon de l'exécration, hein, imaginez qu'ils viennent au pouvoir. Ils vont fermer les frontières, notamment, parlons que des Africains, ne parlons pas des autres pays. Ils vont empêcher aux Africains de venir en France. Et si les Africains font la même chose, comment la France va faire ça en Afrique? Donc, c'est ça la réalité du problème qui se pose. Bon, j'ose espérer que les Africains resteront calmes, dignes, parce que l'Afrique, encore une fois, on le sait tous les deux, c'est l'avenir du monde. C'est pas des slogans, c'est la vérité. Eh Donc, bien, oui, allez-y, je vous en prie. ce parti prend la main et gouverne la France, je pense qu'il fera beaucoup de dégâts à la France, qui n'est pas aussi bien que ça en ce moment. Économiquement, plus de 3 milliards d'euros de dette, etc., qui est diminué totalement, j'allais dire même humilié dans le monde entier avec la politique qu'elle fait.
Donc, ils ne feront pas du tout de bien à la France. Moi, j'en suis convaincu. Parce que les Africains ne se laisseront pas faire. Hein. Ils Voilà, fermeront alors, également les ports à la France. ça sera ma dernière question, Pierre Mokoko. Pensez-vous que cette France dirigée par, si jamais, hein, dirigée par l'extrême droite, pourrait bien composer, collaborer avec l'Afrique? Mais elle n'aura pas le choix. De toute façon, quel que soit, vous savez, tous ces hommes et femmes politiques français, ils aiment la France. Ils ont des voix différentes, des stratégies différentes. Mais pour eux, la France, la France, la France. Elle aussi, si elle vient au pouvoir, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, elle aura intérêt à changer de paradigme, à parler autrement aux Africains et à mettre en place une relation gagnant-gagnant. Ou elle le fait, tout ira bien. Elle ne le fait pas, elle va contribuer à la descente aux enfers, entre guillemets, de la France. Merci Pierre Mokoko. Je rappelle que vous êtes juriste, écrivain. Nous étions en train donc de parler de votre ouvrage Afrique, les gâchis français. Merci beaucoup et nous allons donc recevoir notre invité surprise aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Gaëlle Cadiou. Elle est française d'origine. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes maintenant avec Gaëlle Cadiou, française, je l'ai dit tout à l'heure, d'origine. Alors, vous êtes artiste photo, vidéo, c'est cela, et chroniqueuse. Vous avez lu le livre de Pierre Mokoko. Vous me disiez que vous avez lu, relu. Cela veut dire que vous avez trouvé, mais vraiment, des choses très intéressantes dans ce livre. Alors, dites-nous dans un premier temps, un premier commentaire d'abord global pour ce livre. Alors, moi, ce livre m'a apporté les réponses immédiates aux questions que je me posais par rapport à ce que je pouvais constater au quotidien, que ce soit dans la rue, dans les transports, des paroles que je pouvais entendre de mes frères africains vivant en France. J'avais constaté une sorte de désamour un peu comme ça, de façon générale sur la France. Et surtout, il y avait une fois, surtout, je suis tombée sur un groupe d'Africains dans le métro qui a pris la parole comme ça en public pour dénoncer une certaine politique sur le terrain en Afrique. J'ai un petit message à faire passer, chers amis. Ouais. Voilà. Alors, on va parler un peu de l'immigration de l'Afrique. Pourquoi je viens parler de ça? Simplement parce que les élus français, ils ont un double discours. Pendant qu'ils nous disent qu'il y a trop d'immigrés ici et qu'il faut qu'ils repartent chez eux, ils ne regardent pas les causes directes qui causent cette immigration-là. Hier, j'étais au travail, j'ai entendu un monsieur qui m'a dit ouais, il y a trop de Noirs ici, ils viennent profiter de nos allocations, de notre système. Et moi, j'ai rappelé monsieur à l'ordre pour lui dire, monsieur, savez-vous pourquoi les Noirs, les Africains viennent ici? Le monsieur a dit, ouais, c'est pour venir profiter de notre système et de nos allocations. Moi, je lui ai dit, l'argent que vous avez dans vos banques, est-ce que vous savez que c'est pour les Africains? Et ça ne vient pas de moi, c'est Jacques Chirac qui l'a dit. Et il y avait cette phrase, on vous ment, vous savez pas ce qui se passe, nous, on vous aime. Et donc, ben, j'ai commencé à chercher un peu, à m'informer par moi-même, et j'ai trouvé le livre de Pierre Moukoko, justement très instructif. Et là, ça a été, je dirais, l'expérience dans le métro, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et toute la partie immergée, qui est énorme, se trouve dans le livre de Pierre Moukoko. C'est-à-dire que je me suis retrouvée comme quelqu'un de bien inculte par rapport à une histoire commune de plus de 400 ans et que j'ai constaté que l'Afrique est déplorablement absente de l'histoire de France dans les manuels d'histoire scolaire en France. C'est-à-dire qu'il y a deux France, une sorte un peu de, deux vies parallèles, deux histoires parallèles, deux histoires officielles parallèles, et puis les réalités en France et les réalités en Afrique francophone.
Alors, mais jusqu'avant que vous ne croisiez évidemment ces Africains qui font la vulgarisation dans les métros, hum, Oui. quelle perception avez-vous de ces relations France-Afrique avant que vous ne découvriez le pot de rose, comme on le dit? Euh, Avant, moi, je pensais qu'il y avait, en fait, il y avait une sorte de, comment dire, comme Jacques Chirac l'avait appelé, une sorte de barrière sociale. J'ai toujours ressenti inconsciemment une sorte de barrière sociale, c'est-à-dire un dialogue très limité. Et c'était dû certainement, voire même sûrement, aux clichés des Africains que les officiels français continuaient à relayer dans les médias. C'est-à-dire que quand on parle d'enfants africains, on a forcément un enfant affamé avec un gros ventre. Euh, Quand on parle des pays d'Afrique, on a, oh, mais bon, de toute façon, c'est toujours la guerre, c'est pas stable. Mais on va pas montrer vraiment la source, le pourquoi de ces guerres. On a ce sentiment de toute façon, c'est lointain, ça ne nous regarde pas, qui est très relayé par les médias. Donc, quand on a tout d'un coup des Africains qui se mettent à parler en public, c'est là que comment la prise de conscience se déclenche. C'est que là, on se rend compte que ce qui est dit dans les médias, ce qui est relayé dans les journaux, ne correspond pas du tout à la réalité et aux personnes des Africains. C'est que il y a un double étonnement. Il y a un double étonnement on a toujours été habitué que les Africains soient résilients, soient discrets, ne parlent pas en public, prennent sur eux, travaillent dur. Je parle des Africains en France, hein. Et, euh, et Alors, là, tout d'un coup, on a ces personnes qui prennent la parole. et donc, tout à l'heure, vous disiez que la réalité n'est pas relayée en France par les médias. Oui, Probablement que c'est fait exprès. Après, vous nous direz ce que vous en pensez. Et oui. vous disiez également que enfin, la perception que vous aviez de l'Afrique et que d'ailleurs nombreux autres personnes, j'allais dire beaucoup d'autres Français, encore jusqu'à ce jour, c'est un peu ce qu'on appelle le principe de la mort à distance, c'est-à-dire tant que ça se passe loin de chez nous, ben écoutez, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en occuper? Mais Voilà, c'est ça. maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait tout. Et que Hum, vous avez sur place d'ailleurs en France des Africains qui s'expriment, comme vous les oui. avez d'ailleurs découverts dans le métro. Euh, mais qu'est-ce qui fait que finalement, jusqu'à presque maintenant, j'allais dire, une bonne partie des Français ne soit toujours pas au fait de ce qui se passe entre la France et l'Afrique? Mais c'est-à-dire que ben, je vais d'abord m'appuyer sur la politique actuelle et l'état actuel de la France en ce moment où l'Assemblée nationale a été dissoute. Comment est-ce qu'on explique que le Rassemblement national, ancien Front national, ait autant d'avancées? C'est qu'il y a une inculture manifeste, il y a un sentiment de peur et un sentiment de rejet de l'autre qui est entretenu, travaillé sur le terrain, notamment dans des communes où il n'y a aucun Africain. Donc, on va encore jouer, vous savez, c'est un peu comme le nazisme, quand il faisait ce genre de conférences pour comment reconnaître un juif. Eh bien voilà, là, ce qu'on a, c'est comment est-ce que on peut trouver toujours un bouc émissaire. Donc, les Africains, eh ben, ça n'est plus à prouver. Il suffit de lire le livre. Il y a eu 400 ans d'esclavage, plus la colonisation, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui dans la politique africaine de la France, qui correspondrait à un néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on a enrobé, on a nommé les choses qui sont toujours aussi existantes de la France-Afrique autrement pour un peu édulcorer la version. En fait, Eh c'est une bien, manière, vous êtes en train de dire une instrumentalisation politique, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Comment on explique que des personnes qui ne connaissent pas les Africains, qui n'ont absolument aucun problème, je veux dire, de violence dans la rue, qui n'ont aucun problème, qui n'ont pas de rencontres physiques avec les Africains dans leur commune, sont les gens qui vont voter extrême droite. C'est-à-dire que là, on est dans l'ignorance totale, dans la culture complète sur la culture africaine, sur les Africains,
et on est dans un déni, un effacement d'une histoire depuis très très longtemps, qui continue à perdurer, qui continue à faire son avancée pour mieux instrumentaliser également les Français. C'est-à-dire qu'il faut discerner les politiques des Français, de la culture française et des idées de la France. Et donc, vous pensez que finalement, les relations entre l'Afrique et la France sont altérées aujourd'hui à cause de cette manière d'occulter les réalités, c'est-à-dire on ne Ben présente oui, pas les faits tels qu'ils se déroulent en Afrique, entre la France et l'Afrique, c'est ça? malheureusement oui, malheureusement oui. C'est bien là le combat que je rejoins de Pierre Moukoko, c'est que il faut revoir ce dialogue-là à tout prix. Et il y a quand même quelques personnes en France, des Français, qui se battent sur le terrain politique pour entretenir quand même et pour garder ce dialogue avec les Africains, et pas seulement pour un intérêt économique. Je parle du député Sébastien Nadeau, qui fait tout à l'Assemblée nationale pour faire éclater la vérité, qui entretient des relations avec des opposants politiques dans certains pays d'Afrique pour se rendre compte vraiment d'une réalité de la manipulation et de l'intrusion de la politique française dans les affaires politiques africaines. Il y a également le journaliste Antoine Gleiser, qui a fait un énorme travail depuis des années pour rendre compte justement de ces actualités. Donc, je pense que malheureusement, ces personnes-là sont encore en minorité. Mais je pense que on est sur la bonne voie. On est quand même, il faut, j'aimerais passer un message aux Je Africains, vous en prie, oui. c'est-à-dire, c'est-à-dire que en France, il y a du racisme, mais la France n'est pas un pays raciste. Et qu'il y a surtout des Français qui se rendent compte de notre histoire commune entre ces deux continents, qui veulent le dialogue, qui veulent davantage découvrir la culture africaine et davantage garder ce lien avec les Africains. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y a une sorte d'intrusion de la politique française, de la Oui, politique africaine. Est-ce qu'on peut oui. être un peu beaucoup plus clair là-dessus? De quoi parlez-vous concrètement? À quoi faites-vous allusion? Mais je reviendrai au livre, c'est-à-dire que comment ce livre a été assez visionnaire, c'est pour ça qu'il a été réactualisé. C'est que l'actualité dans les pays francophones a montré des putschs. Oui. Le Gabon, le Mali qui récupère tout son argent public d'un coup, et puis Il y a le Burkina aussi. et le Burkina également. Et je pense que tout ça, ça va faire tache d'huile et que ça va inciter le Sénégal qui vient d'avoir son nouveau président. Donc, toutes Et ces nouvelles Le actualités, Niger qui vient probablement de et le Niger couper avec également, l'Iran. également. Mais tous ces pays-là sont en train de montrer un nouveau chemin n'était toujours pas possible sous la France-Afrique et surtout sous les méthodes de Jacques Foccart qui ont été perdurées, qui ont été bien entretenues par les politiques après, par ses prédécesseurs, parce que parce que c'était des méthodes mafieuses qui terrorisaient les Africains et ils savaient très bien qu'ils allaient se faire exécuter s'il y avait une résistance ou une révolte. Et donc, quelle lecture faites-vous donc de ce bouleversement, s'il faut appeler ça comme ça, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où certains pensent que finalement, dès lors que ces régimes poutistes, c'est comme ça qu'ils appellent ça, prennent le pouvoir, ce qui en fait n'est pas vu de bon œil par la communauté dite internationale. Vous, quelle lecture vous faites de ces changements au niveau, par exemple, de Moi, je pense que l'Afrique tout de l'Ouest? changement demande forcément des rapports de force. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un dialogue de, 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 de plusieurs siècles qui est toujours en sens unique, plus le déni est grand, plus la réponse est violente. Et je pense que la France, en tout cas, je ne sais pas par rapport à la communauté internationale, mais on va rester sur le cas de la France. Je ne pense pas que la France puisse donner des leçons
d'histoire quand on a eu une révolution française et qu'on a décapité des dirigeants. Voyez? Donc, je pense que de toute façon, tout changement passe par par un rapport de force. Le changement passe par un rapport de force. Vous connaissez, je crois, certainement, vous connaissez Nathalie Yan, vous connaissez Oui. Franklin Mais Kémy Séba? Nyamsi, Kébi Seba et les autres. Euh, Oui. quel commentaire faites-vous finalement du harcèlement dont ils sont l'objet par rapport à leur combat qu'ils mènent pour l'Afrique? Mais en fait, je pense qu'ils sont là pour davantage montrer, davantage mettre en exergue ce genre de volonté de domination, de garder ce rapport dominé-dominant et que plus ils vont en provocation, plus, je parle dans leurs propos, dans leur façon de présenter la France, et je veux dire, plus ils vont taper sur la France, plus ils vont mettre en exergue que la France répond toujours aussi mal aux doléances des Africains. Je vois pas en quoi ça dérangerait la France que les Africains se réapproprient leur histoire, se réapproprient leur identité, se dégagent de cette domination et montrent avec fierté leur culture. Surtout que si on parle du tout le continent africain, il y a énormément et des langues, et des ressources naturelles, et des rituels, et des danses et des musiques qui sont encore comment passées sous silence. Alors, Gaël Katiou, vous êtes, je le disais, d'entrée de jeu, artiste, photo, Oui, vidéo et chroniqueuse. J'imagine que vous voyagez beaucoup, vous avez aussi fait l'Afrique. Lorsqu'on vous parle du French bashing, c'est-à-dire le sentiment anti-français, oui. qu'est-ce que ça Mais vous là dit? encore, je pense que c'est une sorte d'instrumentalisation et de stratégie de se placer comme victime de la méchanceté et de l'ingratitude des Africains, de renverser un peu la donne dans le discours et de toujours montrer les Africains comme finalement, regardez, ce sont des gens ingrats, on est venu chez eux, on les aide, on envoie des aides et ils ont cette réponse-là en retour. C'est encore une fois une façon de cacher la réalité sur le terrain. Cacher la réalité sur le terrain, on va terminer par probablement cette question sur les Africains qui font la Méditerranée. Vous connaissez bien cette réalité, malheureusement, une Méditerranée qui est devenue un cimetière géant, malheureusement, Oui, pour les malheureusement. Africains. Et tout à l'heure, on parlait de la montée aussi de l'extrême droite Mm. en France. Oui, On imagine que bon, c'est un courant politique qui voudrait renvoyer tous les Africains, bien entendu. Et je vous ai entendu dire, lorsqu'on parle de ces sujets en France, on ne parle jamais des causes, des vraies causes. Bon, là encore, vous ne nous avez pas dit ce que vous appelez par cause. Et mhm, probablement, c'est un peu l'exploitation de l'Afrique par les multinationales françaises. tout à J'ai fait. bien Par les compris. lobbies, oui. Oui, oui. Par les lobbies, c'est-à-dire que sur place, les entreprises françaises s'imposent. Elles imposent également des conditions commerciales parfois très difficile pour les Africains. Comment ça se fait qu'on a encore du délestage, c'est-à-dire des coupures d'électricité, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment ça se fait que l'eau est toujours pas potable? Donc, c'est-à-dire que là, les Africains sont dans des difficultés extrêmes. Alors, ils sont résilients, c'est très bien, mais tout ce qui est implanté sur place sert les intérêts, je dirais même d'une Europe ou d'autres pays, mais toujours pas aux Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que les Africains ont besoin de retravailler sur leur souveraineté. Voilà. Et donc, je disais, ces jeunes qui prennent la Méditerranée, malheureusement, beaucoup en meurent. Et ceux Malheureusement, oui. qui Oui, parfois arrivent à échapper, donc qui ont un peu de la chance, il faut le dire comme ça, et qui arrivent à traverser, et qui se retrouvent en France demain, se verront probablement refoulés par ce courant politique qui est en train de monter. Quelle tout à analyse fait. impose cette réalité?
Alors, déjà, s'il y a beaucoup d'Africains qui traversent la Méditerranée, c'est que ils ont fait le choix d'aller jusqu'à perdre leur propre vie, tellement la vie dans leur pays devient intolérable. Donc là, déjà, il y a un premier drame. Et deuxième drame, c'est que l'extrême droite, qui n'a aucune considération humaniste de l'individu, je parle de l'individu en général, hein, va forcément faire l'irréversible, c'est-à-dire il parle déjà de renvoyer ces personnes-là dans leur pays, alors qu'on sait très bien que l'immigration aide le travail, que ces personnes-là qui vont avoir la chance de traverser la Méditerranée dans des conditions, qui vont arriver dans des conditions et psychologiques et au niveau santé catastrophiques, vont en plus venir travailler, voire prendre un, deux travails, payer des impôts et se retrouver en situation précaire, c'est-à-dire de ne pas avoir de papier ni de couverture sociale. Et là, ce sont des personnes qui sont en danger et en même temps qui contribuent à l'économie du pays. Alors, pour terminer, madame, que pensez-vous donc de cette barrière érigée par l'Union européenne au niveau, bien sûr, parce que on apprend que l'Union européenne a des accords avec, par exemple, des pays comme la Libye pour recaler, sinon repousser, empêcher ces migrants de traverser. Et beaucoup d'argent est injecté pour ces accords, bien entendu. Criminels, Oui. politiques ou Le criminels et raisonnables? politiques, je pense qu'on peut les associer là. Je pense qu'on peut associer criminels et politiques, c'est-à-dire que on ne peut pas empêcher l'entrée des personnes qui viennent en Europe, alors que c'est plutôt dans la logique de l'histoire que ces personnes puissent venir en Europe. Comment expliquer que beaucoup de pays européens ont réussi à faire des colonies en Afrique et que ça ne puisse pas se repasser dans l'autre sens? C'est-à-dire, comment ça se fait que les Africains ne puissent pas venir en Europe? Il faut pas voir non plus que les personnes qui traversent les bateaux de fortune. Il faut voir les cerveaux, les ingénieurs, les médecins. Ce sont les médecins africains qui peuvent très bien trouver là, par exemple, un exemple précis, hein, la solution des déserts médicaux en France, parce qu'il y a des communes qui n'ont plus du tout de médecins. Donc, je comprends pas, je comprends toujours pas ces méthodes au niveau européen. Merci, Gaël Cadieux, d'avoir J'aurais été. juste un dernier message Je vous en prie. euh, à mes frères africains qui ont la nationalité française. Si vous pouvez donner un coup de main en allant voter et nous donner vraiment la solidarité pour empêcher que le RN passe, et surtout aussi pour mes amis français, je dirais autochtones, s'il vous plaît, renseignez-vous, informez-vous, cultivez-vous sur les Africains. Ça relancerait vraiment un dialogue. Merci, Gaël Cadieux. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission où nous avons reçu tour à tour Pierre Moukoko et Gaël Cadieux. Merci à vous de nous avoir donc suivis, de nous avoir accompagnés. Merci de votre confiance, mesdames, messieurs. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé l'émission, s'il vous plaît. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet qui a été abordé au cours de cette émission. Cela me fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.